Bonjour Edith. Bonjour Delphine. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon interview. Ma démarche, en fait, consiste à mettre en avant des parcours atypiques, car je crois beaucoup au rôle modèle. Et je trouve que nous n'avons pas assez d'exemples dans les médias de femmes qui réussissent. Et c'est pour ça que je voulais vous interviewer. Car avec vous, j'ai envie de montrer à mes lecteurs et à mes lectrices à quel point les carrières peuvent ne pas être linéaires. Alors si vous me le permettez, je vais reprendre les points clés de votre carrière afin de vous présenter et ensuite je vous poserai quelques questions. Alors après votre diplôme d'école de commerce, la Schema à Lille, vous avez exercé des fonctions de marketing dans le monde entier pour le journal L'Expansion, pour la société Cartier, Yves Saint Laurent, Descamps, l'Institut français de la mode, et ceci pendant 15 ans. Puis, vous vous êtes autorisé un premier point de bascule, un changement de vie en devenant artiste. Alors vous avez peint assidûment pendant 15 ans, enseigné dans votre atelier, vous avez beaucoup exposé aux USA, au Luxembourg, en Espagne, en Suisse, en Belgique et plein d'autres pays, je ne vais pas tous les citer. Et en fait, ça vous a amené à devenir critique d'art et à l'écriture. En parallèle, vous êtes formé au développement personnel depuis 20 ans pour aujourd'hui être la coach des femmes zen et solaires. Alors dans chaque domaine, vous avez et vous excellez. Vous êtes pleine de talent et on a l'impression que tout vous réussit. Alors je voudrais démarrer avec la question suivante. Quel est selon vous le dénominateur commun à votre carrière professionnelle ? Je dirais que le dénominateur commun, c'est la passion. C'est-à-dire que à chacun des moments de ma vie, j'ai choisi d'écouter ce qui vraiment me faisait vibrer, ce qui vraiment avait un sens, et ce qui était difficile d'une certaine manière. Parce que j'ai toujours choisi des challenges assez forts, mais en les choisissant à l'aune de cet intérêt profond, de la passion, de ce qui m'animait, je savais que toute une énergie allait se mettre en mouvement à l'intérieur de moi. Un autre élément, c'est que j'ai toujours beaucoup étudié, cherché à comprendre, apprendre. Donc on ne peut pas atteindre des niveaux d'excellence, comme vous disiez, en tout cas de très bons niveaux, sans apprendre, sans accepter de s'ouvrir, de prendre des risques. Donc j'ai énormément investi sur moi, à la fois en temps, en qualité de ressources, en argent aussi, parce que c'était souvent important. Et puis j'ai fait confiance à ce que j'ai en moi. J'ai fait confiance à ma force profonde. Et quand j'avais peur, parce que j'ai eu souvent peur, j'y allais. Je faisais le pas. On m'appelait Mademoiselle Chiche. Chiche, on y va. C'est-à-dire que j'ai toujours pris le pari de l'action sur celui du doute. J'ai peur, ça veut dire que j'ai très envie, j'y vais. Et après, je me faisais confiance. Mais là, j'ai eu une structure intérieure et probablement historique grâce à mes parents qui m'a un peu aidée quand même. Mais on en parlera, je pense, après. C'est un sujet que j'aimerais évoquer. Mais je dirais que c'est vraiment la passion, avoir choisi des voies exigeantes, aussi des partenaires, parce que quand on travaille avec Jean-Louis Servan-Schreiber, avec Alain-Dominique Perrin de Cartier, j'ai toujours aussi été appelée par des grands patrons qui m'ont challengée, c'est-à-dire à chaque fois ils m'obligeaient à aller plus loin. Quand on est le bras droit ou la collaboratrice ou qu'on est rattaché directement à un grand patron, on n'a pas le choix. Donc d'un côté on va, je dirais, capter par tous les sens tout ce qui fait leur excellence. Donc on apprend énormément à leur contact et on va faire attention à leurs exigences. Et c'était des mondes très exigeants dans lesquels je suis allée. C'est-à-dire des mondes où on me demandait beaucoup. Et c'est là où la passion est nécessaire. S'il n'y a pas la passion et une confiance qui va petit à petit s'incrémenter et monter et se construire par ce que l'on réalise, on n'est pas avec la confiance en soi, on l'acquiert en faisant. Donc au début j'avais très peur, puis vraiment je m'obligeais à y aller. Après je mettais le meilleur de moi, je développais ma confiance en moi et je montais les paliers comme ça. Donc en fait, votre moteur c'est la passion,
oui. Aimer apprendre Oui. et le goût du risque. Oui, Hein. ouais, C'est un oui. bon indicateur en fait. Hein. Le risque, ça veut dire que Oui. il faut y aller en fait. Hein. Si vous avez si vous aviez des doutes et que vous aviez peur, c'était un indicateur pour vous pour dire c'est par là qu'il faut que j'aille parce que il y a du risque, mais en même temps c'est ça qui va me permettre de me dépasser. Mais en devenant coach, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai très vite perçu, c'est que derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grands désirs. Et peut-être que je l'ai senti très tôt. Que c'était ça qui pilotait, oui. Et justement, tout à l'heure, vous nous disiez que la confiance en soi ne s'est pas construite toute seule et que faire confiance à votre moteur, à vos passions, à vos capacités à faire, vous n'êtes pas construite toute seule et que vos parents ont eu un rôle particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur le rôle du père qui est important vis-à-vis des filles, de leurs filles? Alors, je dirais que du côté de mon père, mon père était quelqu'un de probablement très brillant, puisqu'il était passionné d'astrophysique, de physique quantique, tout en étant un homme qui pouvait faire des meubles en marqueterie, la ferronnerie d'art, et en étant ingénieur au chemin de fer. Donc j'avais un exemple, un modèle de père qui s'est construit en grand, et surtout de façon très ouverte, en n'étant pas monopiste. Papa avait plein de pistes. Et en même temps, c'est un homme qui a une enfance, on pourrait dire, massacrée. Papa a été battu pendant 10 ans. Et il avait un mélange, je dirais, d'angoisse et de puissance. Cette angoisse, il l'a transformée en puissance. Et par rapport à moi, sa fille, puisqu'il a eu 2 enfants, mon frère aîné et moi-même, sa fille, donc j'étais sa fille unique, il m'a toujours fait confiance. Je me souviens quand, à 21 ans, je suis sortie de Subdeco, qui s'appelle Schema maintenant, Schema de Lille. J'ai commencé à travailler aux États-Unis, j'ai travaillé en Allemagne, en Autriche, et au bout de 2 ans, j'ai arrêté. J'ai fait un break pour partir en Amérique du Sud en sac à dos, pour savoir à 23 ans ce que j'avais en moi. Est-ce que je n'étais qu'une future cadre supérieure ou j'étais une vraie personne avec des capacités? Et mon père, qui pourtant a été très démobilisé quand je lui ai annoncé que je démissionnais, alors j'avais un gros job, il me dit, mais ma chérie, il me dit 2 choses. D'une part, on pourra dire que quand ce sera l'heure de la fin, tu auras vécu ta vie conformément à ta personnalité. Ce qui était un message implicite, respecte qui tu es, respecte ce que tu ressens en toi. Et l'autre, c'était très drôle, c'était, alors que la plupart de tes contemporaines vivent en monochromatique, toi tu as choisi de vivre en couleur. Donc je dirais que dans mon cas, c'est un père qui avait des charges d'angoisse importantes, qui s'est fait vraiment avec beaucoup d'énergie, de volonté et d'intelligence, et qui m'a toujours dit, fonce. J'ai peur, moi, en tant que père, mais je te dis fonce, et surtout, je suis fière de toi. Donc, j'ai eu un modèle de père très complexe, parce que c'était à la fois de la souffrance d'un côté par son enfance, et une vraie réalisation, mais surtout, va ma fille, fonce. Il a toujours respecté ma personnalité, et c'est ce que, d'ailleurs, j'ai fait avec mon mari et avec nos enfants. C'est vraiment quelque chose qu'on a prolongé en tant que parents. Dépasser nos propres peurs de parents. Et quand j'ai fait les métiers que j'ai fait, il y a des moments où j'avais peur parce que je partais loin. Je n'étais pas une maman à la sortie de l'école. Je n'ai pas fait partie de ces mamans-là. Mais en même temps, il y avait des clés importantes que papa m'avait, je dirais, implicitement données. Et dans mon cas, il y a aussi ma mère qui voulait faire HEC JF, jeune fille à l'époque, qui ne l'a pas fait. Et j'ai compris en faisant un travail transgénérationnel qu'une partie de mon choix de Subdeco était liée aussi à une réparation inconsciente de ma mère. Ma mère voulait faire des études très très poussées, finalement elle était enseignante, une enseignante avec une très belle intelligence, beaucoup de curiosité, mais il y avait cette frustration, et j'ai aussi compris que une partie de mon chemin était liée à une réparation inconsciente. C'est très intéressant quand on commence à creuser. Les mobiles, je dirais c'est l'iceberg, il y a les mobiles apparents, c'est la partie visible de l'iceberg, et les mobiles sous-jacents. Là, ça devient passionnant, mais quand on les comprend, on a d'autant plus de puissance pour aller vers soi-même. Et alors, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui se sentent tiraillées par tous leurs rôles,
leur rôle de maman, leur rôle d'amante, leur rôle d'amie, de sœur, de fille, de femme qui travaille. Parce que c'est compliqué, vous disiez tout à l'heure que quand vous n'étiez pas à la sortie de l'école, eh bien, il y avait des choses qui se passaient. Ah oui, alors, c'est compliqué de donner des conseils généralistes parce qu'on est toutes différentes. Mais vous, quelles ont été vos clés pour arriver à vivre? Alors, est-ce que déjà vous avez vécu ce tiraillement et quelles ont été vos clés pour assumer vos choix et les transcender? C'est un sujet qui mériterait... C'est un sujet qui mériterait beaucoup de temps parce que j'ai d'ailleurs fait une conférence il n'y a pas très longtemps pour Sophie Guédon dans Réussir au féminin sur ce thème. Moi, je dirais que d'abord le tiraillement est normal, il fait partie de nous. C'est-à-dire que imaginer qu'on va pouvoir s'en séparer, c'est illusoire parce que on est maman et il y a quelque chose dans nos chairs, dans notre cœur qui l'implique. Mais on n'est pas que ça, on est une femme dans sa plénitude de femme, on est une épouse. On est une amante. On est une fille aussi, parce qu'à certains âges, on a des parents, etc. Donc, la femme a par essence un certain nombre de fonctions et d'identités qui sont inhérentes à qui elle est. Alors, je dirais qu'on ne peut pas échapper au tiraillement. Par contre, on peut apprendre à le gérer. Et moi, j'ai surtout appris à gérer la culpabilité. Parce que tirailler, c'est normal. De toute façon, tout choix implique un deuil. Si je pars au bout du monde pendant 15 jours parce que j'étais au Japon, eh bien, je ne pouvais pas être à la fête de l'école de mon enfant. C'était un deuil. Par contre, je m'organisais. L'organisation était très importante parce que ça m'a obligée de mettre en place des structures. Donc, j'ai toujours eu une nounou ou une structure parallèle que j'ai choisie avec beaucoup de soin, qui était une personne qui soit un peu mon prolongement. Il y a un autre sujet, c'est quelque chose qui se discute en couple, parce qu'on est deux parents. Et donc, j'ai fait en sorte, et j'ai eu la chance, moi, de choisir l'homme qu'il me fallait, et je pense que c'est réciproque d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on était complètement sur la même longueur d'onde là-dessus. Il m'a poussé à réussir, il m'a poussé aussi à y aller, en sachant que il avait des compensations par rapport aux enfants. Donc, par exemple, quand j'étais beaucoup moins là, il était plus là. Et pourtant, il était PDG d'un groupe important, mais on s'est toujours organisé déjà pour avoir une présence, soit la tierce personne, soit l'un, soit l'autre. Autre chose, moi, je me suis vraiment aussi organisée pour que les grands-parents aient une vraie présence. Pourtant, ils habitaient loin. Il y avait 600 kilomètres qui nous séparaient. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en place pour que les grands-parents puissent venir. D'abord, ça a donné un lien émotionnel, un lien de cœur très fort entre eux, qui existe encore. Mon fils est en Australie, il Skype sa grand-mère avec beaucoup d'émotion. Donc il y a aussi ce lien. Donc je dirais que c'est un réseau à la fois d'organisation et de cœur. Ensuite, quand vraiment j'en avais trop gros sur la patate, eh bien j'écrivais. J'ai des pages entières, j'ai même des poèmes que j'ai offerts à mes enfants, qui sont les poèmes de l'époque où je les aimais profondément, mais j'étais au bout du monde. Donc j'écrivais, et j'ai fait un livre pour chacun des enfants, qu'ils auront quand ils les connaissent maintenant, mais ils les auront quand ils auront envie de les prendre. Ils sont dans la bibliothèque, et chacun a tout ce qui a été construit. Et pour donner une toute petite anecdote, le jour où je devais faire ma conférence sur ce thème auprès de Sophie Guédon, je me dis, mais comment, je me posais la même question que vous me posez, je me dis, mais c'est pas possible, comment je peux dire à toutes ces femmes, allez-y, foncez, déployez vos ailes, vos enfants les déploieront, plus petites au début, sous les vôtres. Et j'ai reçu une carte, en papier, du Canada, venant de ma fille, Marie, 22 ans, comédienne, tiens d'ailleurs elle est là, le hasard fait bien les choses, une carte, écrite à la main, j'avais pas eu ça depuis la dernière colonie de vacances. Et elle me dit, maman, j'aimerais travailler, je devrais réviser mes textes pour le conservatoire, mais je ne peux pas, j'écoute Carla Bruni, l'album qu'on écoutait en boucle à l'atelier, c'est l'époque où j'étais peintre, et où je peignais beaucoup, jour et nuit, puisque j'exposais aux États-Unis, enfin j'ai gros challenge. Je peux presque sentir l'odeur de l'atelier, de la peinture. Si je ferme les yeux, à chaque parole, chaque note, chaque morceau qui débute, je suis replongée dans le souvenir comme si j'y étais. J'entends l'eau qui bout, je pose mon crayon, je prépare le thé. Je t'en apporte une tasse, merci ma chérie, tu me souris. Tu es bien, heureuse, nous sommes pleines d'amour.
Merci maman pour ces moments. Tu as raison, c'est important de créer des souvenirs et des beaux moments de partage. Papa et toi avez réussi à créer une belle famille. Nous avons de la chance. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette enfant? Et ça m'émeut terriblement. Tu étais souvent absente, je partais parfois même 3 semaines en Californie, mais quand tu étais là avec intensité. Elle était avec moi dans l'atelier, j'ai peigné mes grandes toiles, elle était à côté, voilà. Et Guillaume, quand j'étais chez Descamps, je l'emmenais, je travaillais samedi, mais je l'emmenais avec moi. Je me souviens, il se couchait dans les lits qui étaient faits pour présenter les parures de lits, voilà. J'ai emmené mes enfants dans des bulles très, très intenses. Donc voilà un peu tout ce que je pourrais vous livrer comme... C'est un sujet qui mérite beaucoup plus. D'ailleurs, si un jour vous avez envie de faire une conférence rien que là-dessus, je la préparerai volontiers parce que c'est un sujet tellement important. Mais je dirais mettre de l'amour, beaucoup d'amour, accepter le tiraillement parce qu'il est normal, accepter la culpabilité, le temps de lui dire « Oups, ça n'est pas utile », mais au moins l'accueillir, et mettre en place tout ce qui est à la mesure de notre imaginaire, de nos moyens, et on peut vraiment se donner les moyens de vivre en grand quand on le décide. Il n'y a pas de limite. Les limites, c'est notre esprit, nos peurs qui les projetons. Il n'y a pas de limite. J'ai choisi et je me suis trompée de temps en temps. Il y a eu des moments difficiles. À l'adolescence de mon fils, il y a eu des moments plus difficiles, mais j'étais là avec amour, présence, vigilance et toujours des grands moments très intenses. Très intenses. Voilà. Merci Edith pour ce partage très très émouvant. J'ai quelques larmes. En tout cas, je vous remercie de tout ce retour d'expérience et de votre présence et voilà, de votre générosité. Donc merci beaucoup et je vous dis bonne route. Au revoir. Merci.